Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui à Marrakech en marge du 61e congrès de l'Union internationale des magistrats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'Union internationale des magistrats, Christophe Régnard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors tout d'abord, quel est l'objectif, ou peut-être les objectifs derrière un tel congrès, et notamment au Maroc? Alors, on se réunit tous les ans. C'est une association ancienne qui date de 1953, qui a 90 membres environ, qui sont uniquement des associations nationales, donc dans tant de pays. Et nous nous réunissons une fois par an dans cette formation plénière avec des représentants des 5 continents. Alors, pour des séances de travail, pour des séances d'organisation elles-mêmes de notre structure, des questions purement administratives, budgétaires. Et puis, il y a une conférence en règle générale sur une thématique particulière. Cette année, les conditions de développement et de mise en œuvre d'un statut universel du juge que nous avons adopté l'an passé au Chili. Et puis, c'est l'occasion, évidemment, de nous retrouver avec nos collègues dans une relation amicale et de découverte des cultures des autres. Et c'est la deuxième fois que nous venons à Marrakech. Puisqu'on était déjà là en 2009. En 2009. Alors, on parle d'une nouvelle charte universelle du juge. En quoi, si on veut globalement décrire ce changement, en quoi consiste-t-il ? Alors, nous avions, en 1999, adopté un premier statut avec des règles qui se voulaient des règles internationales qui fondaient ce qu'est l'indépendance du juge. Vous savez que l'indépendance, elle n'est pas faite pour nous, magistrats, elle est faite pour que les citoyens aient le sentiment que quand une affaire est jugée, elle est jugée par des gens qui sont indépendants, qui ne sont pas sous pression. Donc il y a un certain nombre de règles en termes d'impartialité, en termes d'indépendance, en termes de discipline, pour éviter les pressions, pour assurer une sécurité matérielle, un salaire, une retraite, des choses de cet ordre. Et il y a des règles au niveau international, mais il nous était apparu à l'époque qu'une association comme la nôtre, importante, la seule de cette ampleur au monde de juges, devait avoir ses propres règles, souvent plus précises, plus poussées, qui vont plus loin pour défendre l'indépendance qu'un certain nombre d'institutions internationales comme l'Organisation des Nations Unies. Et en 2015, nous nous sommes rendus compte que ces règles que nous avions portées en 1999 étaient en réalité devenues un peu obsolètes à certains égards. Et donc nous avons décidé de les mettre à jour et nous avons travaillé. L'année dernière, nous avons adopté ce nouveau statut. Alors, on parle beaucoup lors de ce congrès d'indépendance de la justice. Qu'est-ce qui entrave aujourd'hui cette indépendance de manière globale dans le monde ? Oui, alors ça dépend beaucoup des situations. On voit bien qu'il y a des pays qui avancent dans le bon sens. On aura peut-être l'occasion d'en reparler puisque les évolutions récentes des lois institutionnelles et organisationnelles au Maroc sont évidemment tout à fait dans la bonne direction. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde où on est très en retrait. Je pense la Turquie, la Pologne en Europe posent un certain nombre de difficultés. Le Venezuela pour aller en Amérique du Sud. Et on voit bien que les volontés politiques en ce moment, mais de façon générale, la mise en cause des institutions, la mise en cause des juges a tendance à se développer. C'est évidemment un phénomène très inquiétant parce que la justice est quand même le troisième pouvoir, le troisième pilier dans un état de droit, dans une démocratie. Et l'affaiblir, c'est en fait affaiblir toute la démocratie. C'est pour ça que nous, tous nos congrès et dans toutes les conférences et les interventions que nous faisons, nous rappelons systématiquement que l'indépendance du juge est essentielle, que sa considération par les citoyens, par les responsables politiques est essentielle, et qu'il faut en réalité nous protéger, comme je le disais à l'instant, pas pour nous. Bon, c'est toujours agréable d'avoir un bon salaire, mais parce qu'en ayant un bon salaire, on évite les problèmes de corruption. En évitant de critiquer les magistrats, on assure leur crédibilité. Donc c'est aussi tout un enchaînement, et évidemment, ça se passe bien dans certains pays, ça se passe moins bien dans d'autres. Alors vous avez évoqué justement les réformes qui ont été enclenchées par le Royaume dans ce sens, notamment avec cette décision de mettre en œuvre un article de la Constitution de 2011, en l'occurrence qui est relatif à l'indépendance du parquet aujourd'hui des pouvoirs législatifs et exécutifs. Quel regard portez-vous justement sur ces réformes, Monsieur Régnard ? Il y a deux choses qui me semblent tout à fait importantes. D'abord, la création d'un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et c'est important de parler de pouvoir judiciaire parce que moi, en France, dans mon pays, on parle d'autorité judiciaire. Et on voit bien la place différente qui est là. Quand on affirme un pouvoir judiciaire, on le place à égalité avec le pouvoir législatif et exécutif. Et rien que ce terme, dans la création de ce Conseil supérieur, dont l'existence est très importante, montre la volonté politique d'aller vers un vrai pouvoir judiciaire. Et puis le deuxième point, c'est l'indépendance du parquet. Là aussi, c'est pour moi, dans mon pays, en France, une question essentielle. Sauf que vous avez réussi à la régler ici au Maroc avec un procureur général près la Cour de cassation, en réalité, qui est chargé de la tutelle sur tous les parquets, et ça ne remonte plus au ministre de la Justice. Dans mon pays, on n'en est pas encore là. Les magistrats du parquet sont toujours nommés par le ministre de la Justice avec un simple avis du Conseil. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions. Et c'est très important. Les juges ne sont saisis souvent que par les procureurs.
si les procureurs eux-mêmes ne sont pas indépendants, il y a un certain nombre des dossiers qui leur échappent, qui échappent aux juges dans un deuxième temps. Et donc c'est pour ça que c'est toute la structure qui doit être en réalité indépendante, des forces qui enquêtent, aux procureurs jusqu'au juge qui rend la décision finale. Quand on parle d'indépendance de la justice, vous, en tant qu'Union internationale des magistrats, avez-vous un moyen de pression peut-être ou vous agissez en tant que, on va dire, syndicat de ce corps magistral sans pour autant avoir vraiment de champ d'action réel et concret pour pousser justement à ce qu'il y ait plus de pouvoir judiciaire, enfin en tout cas plus d'indépendance des juges. Notre pouvoir essentiel, c'est un peu notre force de conviction. Alors certains disent qu'on est peut-être un peu naïf dans le monde dans lequel on vit et qu'on a des idéaux, mais je pense d'abord qu'il faut avoir des idéaux dans une société et puis même à titre personnel. Donc je pense qu'on travaille beaucoup, on est reconnu au niveau international, auprès des organisations des Nations Unies, auprès du Conseil de l'Europe pour l'Europe, auprès des organisations en Afrique et en Amérique centrale. Et c'est par ce biais-là et par le travail très technique, très précis que l'on fait, le statut universel dont nous parlions tout à l'heure en est un exemple, que nous essayons de pousser nos idées, les faire être retenues dans une dynamique qui ne soit plus seulement des standards qui sont indicatifs, parce que c'est un peu le problème actuellement des textes au niveau international. On donne des idées, mais ça n'a aucune valeur contraignante, pour essayer de transformer petit à petit ces standards essentiels en des choses contraignantes que les tribunaux pourraient venir sanctionner. Et notamment, on travaille beaucoup actuellement avec la Cour européenne des droits de l'homme et avec les États membres du Conseil de l'Europe pour essayer d'obtenir que ces standards que nous avons écrits dans notre statut universel du juge deviennent l'une des variables ou d'un des critères dont pourrait se servir la Cour européenne des droits de l'homme pour condamner des États dans tel ou tel type de décision. Donc non plus seulement sur le non-respect des droits de l'homme, mais aussi sur le non-respect des règles qui assurent l'indépendance du juge, ce qui est évidemment très essentiel. Alors c'est un travail de longue haleine. Je serai probablement en retraite, hélas, quand tout cela aboutira, mais ce sont des combats qu'il faut mener, parce que personne d'autre que nous, association internationale de juges et de procureurs, ne peut la mener en réalité dans le monde. Quand on parle d'un tel événement, et on parle aussi de collaboration judiciaire, en l'occurrence, vous représentez la France, même si vous êtes donc président de l'Union internationale des magistrats, vous étiez précédemment président de l'Union syndicale des magistrats en France. Je parle en l'occurrence de ce protocole additionnel plutôt, donc à la convention d'entraide judiciaire entre les deux pays, entre le Maroc et la France, qui a été actée en janvier. Quels sont les principaux points sur lesquels repose cette collaboration judiciaire entre ces deux pays? La collaboration, je ne pourrais pas être extrêmement précis parce que c'est un texte qui a été adopté relativement récemment et j'étais déjà plus, donc je n'ai pas eu l'occasion de me pointer de façon générale. Mais de façon générale, de toute façon, il est très important que la France et le Royaume du Maroc aient des relations très, très, très fines en matière d'entraide judiciaire. Nous avons beaucoup de relations commerciales, nous avons une relation historique. Et beaucoup de citoyens marocains ou descendants de citoyens marocains vivent en France et ont des relations très précises. Et donc nécessairement des règles, des conditions de droit, des mariages mixtes se fait. Et nous avons besoin d'avoir cette entraide judiciaire. Et plus elle est proche, en réalité, plus évidemment on peut progresser ensemble dans la voie de la résolution de ces difficultés. Donc je ne sais pas précisément ce qu'il peut y avoir dans cette convention bilatérale, mais il est clair que c'est le type de convention qu'il faut absolument maintenir et même développer pour que ça aille le plus précisément possible. Mais quand on parle de collaboration, y a-t-il, on va dire, même dans le mode de fonctionnement, sont-ils rapprochés? Je parle de pouvoir judiciaire en France et celui au Maroc. Alors, c'est vrai que comme Français, on a une imbrication avec les autres gouvernements et les autres justices des États de l'Union européenne qui est infiniment plus proche que celle que nous pouvons avoir avec un pays extra-communautaire. Pour autant, je pense que les règles que nous avons au sein de l'Union européenne, je pense au mandat d'arrêt international par exemple, le mandat d'arrêt européen, pardon, les règles extrêmement simples d'application des règles de justice dans un pays ou un autre, doivent pouvoir se nouer avec des pays extra-européens, notamment quand ces pays, comme c'est le cas du Maroc, ont décidé d'engager des réformes qui, en réalité, non pas calquent, mais aboutissent à un niveau d'indépendance et qui permettent la reconnaissance des décisions mutuelles. Et donc je pense que plus rien ne s'oppose à cette évolution.
si ce n'est peut-être des règles européennes que je ne maîtrise pas forcément tout à fait. Mais en tout cas, je pense que c'est vers là qu'il faut aller, c'est certain. Christophe Rénière, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci de m'avoir invité. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.